Un continent fascinant, une nature préservée et une culture d'une grande richesse. Un espace contrasté, avec de grandes villes dans l'ouest et le centre, de vastes plaines dans l'est et des sommets majestueux dans le sud. Et tout autour, la mer. Bienvenue en Europe. Colin Davy est géologue. Il entreprend une traversée du continent européen. Rien ne vaut l'observation sur le terrain. La nature lui offre une source inépuisable d'émerveillement. C'est extraordinaire. Ils sondent les mystères géologiques de notre continent. Qui peuplait autrefois l'Europe? Comment s'est-elle formée? Et comment a-t-elle évolué? En compagnie de Colin Davy, nous allons explorer notre continent et remonter le temps. Nous verrons l'Europe comme nous ne l'avons jamais vue. L'Écosse, dans le nord-ouest de l'Europe. C'est l'une des régions les plus anciennes du continent. Dernière pleine lune avant le solstice d'été du 21 juin. Des mégalithes vieux de 3000 ans se dressent sur l'île de Lewis. Ils pointent peut-être vers la lune. Toujours est-il qu'une indicible magie se dégage de ces lieux au clair de lune, les nuits d'été. Sur cette île, battue par les vents et la mer, la pierre est un rempart contre les intempéries. La roche est le matériau de construction omniprésent sur l'île. Les rochers de Lewis abritent une faune très diversifiée. De grandes populations d'oiseaux marins nichent dans les falaises qui surplombent la mer. Les petits guillemots de Troil viennent de sortir de l'œuf. Il y a aussi de petits pingouins et des cormorans. Des macareux moines ont creusé leur nid dans la terre meuble, au pied des falaises. Les jeunes y sont en sécurité. Les adultes peuvent s'absenter sans crainte pour aller chercher à manger. Les falaises de Lewis sont l'un des sites naturels les plus riches d'Europe. Une flore et une faune variées s'y sont développées. On y trouve aussi bien de grands animaux que de petits organismes. La nourriture est abondante. Il y en a pour tout le monde. Le fou de bassan fond sur ses proies dans l'eau à une vitesse vertigineuse. Un petit paradis taillé dans la roche. Bienvenue sur la belle île de Lewis. On est en plein été, mais il fait vraiment frisquet. C'est à cause de la proximité du Groenland qui se trouve dans cette direction à 2000 km. Entre les deux, il n'y a qu'une grande étendue d'eau. Ça explique ce côté sauvage et brut de l'île. Et cette roche nue. Les roches de Lewis comptent parmi les plus anciennes d'Europe. Ce sont des gneiss de près de 3 milliards d'années. Ils se sont formés à de grandes profondeurs au fond de l'océan, sous l'influence de haute pression et température. Ils sont très résistants. La preuve, ils sont toujours là. Ils constituent le noyau du continent européen. La Terre n'avait pas du tout la même physionomie lors de leur genèse. La falaise n'a pas toujours eu cet aspect. En quelques millénaires, elle s'est redessinée. L'Arche était pleine en son milieu. Livrée à l'océan, elle s'est érodée. Il y a 3 milliards d'années,
l'atmosphère était irrespirable. Et l'eau recouvrait tout. Puis l'activité volcanique a donné naissance au tout premier continent. C'est alors que la vie a frémi dans l'océan. Le volcanisme aidant, les premières formes de vie sont apparues. Il s'agissait d'organismes élémentaires. Ce fut le tout premier stade de l'évolution des espèces. C'est à cette époque que le gneiss de Lewis s'est façonné, à l'intérieur de la Terre, sous l'effet d'une pression et d'une chaleur extrême. C'est donc au fond de l'océan que se sont écrits les premiers chapitres de l'histoire naturelle de l'Europe. Colin Davy accompagne des pêcheurs en mer d'Écosse. Les géologues comme lui étudient aussi l'histoire des océans. Le cœur de notre continent s'est formé il y a 3 milliards d'années. On a du mal à concevoir une époque si reculée. L'océan existait déjà, et c'est sans doute là que la vie est apparue. On peut encore trouver des organismes très anciens dans la mer. J'espère qu'on va en capturer. J'ai hâte de voir ce que les pêcheurs vont remonter à bord. Après la genèse du gneiss de Lewis, la vie s'est rapidement développée sur Terre. Mais certaines espèces ont peu évolué. Les pêcheurs de l'île capturent des spécimens de ces espèces presque tous les jours. Les pêcheurs m'ont donné un échantillon de leur pêche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un cabillaud de la classe des poissons osseux. Ces espèces sont apparues assez récemment, il y a 200 millions d'années. Beaucoup d'espèces sont apparentées au cabillaud. Voici un petit flets commun. Cette espèce vaut de l'or. C'est une langoustine de la famille des néphropidés, apparue il y a environ 380 millions d'années. Et voilà un animal très particulier. Il s'agit d'une lamproie. Elle n'a pas de mâchoire inférieure et donc elle ne peut pas mâcher. Alors, elle se colle à sa proie pour lui sucer le sang. C'est un mode d'alimentation archaïque. La lamproie est apparue il y a environ 540 millions d'années. Elle vit encore. Je la remets à l'eau. La lamproie nage avec grâce et élégance. C'est une espèce rare et protégée en Europe. Elle est dotée de 7 paires de fentes brachiales sur les flancs. C'est dans les eaux froides et riches en oxygène du nord de l'Europe qu'elle évolue. Elle y côtoie de nombreuses espèces très anciennes, comme le crabe dormeur et la méduse commune. Le requin pèlerin semble archaïque. Il parcourt plusieurs milliers de kilomètres par an pour se nourrir. Mais à quoi ressemblait donc l'océan il y a 500 millions d'années? Les végétaux existent alors depuis longtemps. À son tour, la faune se développe à un rythme soutenu. Des vers marins vont laisser leurs traces dans les sédiments du fond marin. Les méduses sont les premiers animaux à utiliser la force musculaire pour se déplacer dans l'eau. Des prédateurs apparaissent, notamment de drôles d'animaux articulés munis de serres et d'yeux à facettes. Les trilobites vivent sur le fond marin. Leur carapace les protège des prédateurs. L'océan donne bientôt naissance à un foisonnement d'espèces. Tous les grands embranchements du règne animal apparaissent à cette époque. Au fil du temps,
les espèces les plus variées se mélangent. L'ancêtre de la lamproie est l'un des premiers animaux à être doté d'une colonne vertébrale qui le soutient et le stabilise lors de ses déplacements. La lamproie moderne est un parasite envahissant du requin qui, lui, est apparu bien plus tard dans l'histoire des espèces. Les lacs écossais sont nimbés de contes et légendes, d'autant plus vivaces que les espèces qui les ont inspirés sont anciennes. Le Loch Ness est un endroit plein de mystères. J'y suis déjà venu enfant. Mes parents se sont baignés dans le lac. Mais moi, il était hors de question que je trempe le pied dans cette eau. C'est toujours vrai d'ailleurs. Même si aujourd'hui, je sais pertinemment que les monstres n'existent pas. Le Loch Ness est très intéressant pour les géologues. À peu près à l'époque où il y a une profusion d'espèces animales qui apparaissent dans la mer, deux plaques continentales entrent en collision ici. Regardez. On a d'un côté la Laurentia, qui correspond à l'Amérique d'aujourd'hui, et de l'autre, la Baltica, qui correspond à la Scandinavie. La collision se produit exactement ici, et elle soulève un grand massif de montagnes. Ici en bas, on ne voit rien, mais de là-haut, on voit très bien la trace de la collision. Le Loch Ness, au beau milieu des Highlands, une région encore très sauvage. Un habitant typique des forêts. Le dénivelé est important. La forêt s'éclaircit rapidement. Les animaux de la forêt cèdent la place à ceux des tourbières hautes. Deux tétralyres se livrent au combat au printemps dans le paysage enchanteur des Highlands. Le temps de sa floraison, la calune illumine la lande d'un camailleux de roses. Décidément, tout est unique dans les Highlands. Et ce n'est pas la géologie des lieux qui le démentira. L'ascension valait le coup, et pas seulement à cause du panorama. La géologie de la région est exceptionnelle. Regardez, ici c'est la Baltica. De l'autre côté, c'est la Laurentia. Elles sont entrées en collision au milieu du Loch Ness. Cela a donné un grand massif montagneux. Cela a aussi provoqué de nombreux séismes. Les deux plaques sont entrées en collision sur plus de 200 km. Par la suite, il y a eu une érosion naturelle du relief. Le dernier événement survenu ici date de la dernière glaciation. C'est l'apparition d'un glacier qui a creusé le bassin du Loch Ness. Ce bassin est très grand, mais il ne représente qu'une fraction du système de failles entre les deux plaques. La forme allongée du Loch Ness témoigne de son origine. Le lac fait en effet partie d'un système de failles qui parcourt tout l'hémisphère nord. Ce système est apparu il y a 450 millions d'années. La collision des deux plaques continentales a soulevé le premier massif montagneux d'Europe, le massif calédonien. Nous quittons le Royaume-Uni pour l'Europe centrale, où s'est écrit le chapitre suivant de l'histoire naturelle du continent. Colin Davy survole d'abord la mer du Nord, puis plusieurs hauts lieux européens. Paris, la région industrielle de la Ruhr, la grande place financière de Francfort. Colin Davy cherche le centre géographique de l'Europe. Il se trouverait dans une région géologique très ancienne, située aujourd'hui à cheval entre l'Allemagne et la République tchèque. Le Dillen, ou Tillenberg en allemand, est un petit sommet de République tchèque.
Nous y voilà. Je me tiens au centre géographique de l'Europe, à 10 mètres de la frontière germano-tchèque. En vérité, on ne peut pas vraiment définir le centre géographique de l'Europe. Mais au 19e siècle, des savants autrichiens ont décrété qu'il y en avait un et qu'il était ici. Et ils ont posé cette pierre. La région a un autre intérêt pour les géologues. Deux plaques continentales sont entrées en collision il y a 350 millions d'années et c'est ce qui a donné naissance à l'Europe. La collision a soulevé une immense chaîne de montagnes, peut-être la plus haute de toute l'histoire de la planète. Une partie en est encore visible dans diverses régions d'Europe, mais elle ne dépasse guère les 1800 mètres de hauteur. Les moyennes montagnes comptent parmi les plus beaux paysages d'Europe. Ces massifs boisés sont un vestige de la chaîne varisque, également appelée chaîne hercynienne en France. On peut citer parmi eux les Vosges et la Forêt Noire, séparée par le Rhin. Les animaux sauvages en ont fait leur refuge, d'autant que la région rhénane est fortement peuplée. Le lynx est de retour en Europe, après avoir failli disparaître. En septembre, les cerfs en rut se rassemblent dans les clairières. La forêt est un écosystème vivant dans lequel interagissent toutes les espèces. Des plus grandes aux plus petites. Les massifs boisés sont fascinants. Ce sont des espaces naturels de premier plan dans toute l'Europe. Le Massif central. Les pentes douces du mont Karoo sont typiques des montagnes héritées de la chaîne varisque. Le sommet dépasse à peine 1000 mètres d'altitude. Les mouflons sont nombreux dans la région. Ils cherchent leur nourriture dans les gorges d'Éric. Colin Davy poursuit son enquête géologique sur la chaîne varisque. Comment sait-on que ce relief vallonné était beaucoup plus haut à l'époque? Parce que la rivière a creusé des gorges profondes. Cela nous permet de remonter le temps et de se rendre compte de la hauteur du relief autrefois. Au fil du temps, l'Éric a taillé la roche. Sur plusieurs kilomètres, les gorges serpentent à travers la montagne. Il y a 350 millions d'années, ce massif était le socle de la plus haute chaîne de tous les temps. Nous sommes en pleine montagne. La roche est torturée. On peut voir les forces qui l'ont façonnée. Elle a été fortement comprimée, ce qui a conduit à la séparation des minéraux et à l'apparition de cette foliation. La température était très élevée. Cela a produit ces grands cristaux blancs. Elle a fait fondre la roche. Regardez ici. La roche blanche, c'est du magma. Il s'est formé sous terre à 8 ou 900 degrés. Et il a été expulsé à la surface. Cela montre que cette montagne devait être très imposante. On retrouve des traces du magma un peu partout. Ces zones supportaient autrefois tout le poids de la montagne. Il y a 350 millions d'années, la chaîne varisque était un relief plus important que l'Himalaya aujourd'hui.
Elle s'étendait sur une bonne partie de l'hémisphère nord. Les vallées qui s'étendaient au pied des massifs étaient couvertes de grands marécages. On y trouvait les toutes premières espèces végétales terrestres. On voyait aussi des insectes géants, comme la méganeura, qui ressemblait à une grande libellule. Ces marécages produisaient de la tourbe, qui s'est transformée peu à peu en charbon. À l'ère industrielle, le charbon est devenu une matière première essentielle pour l'homme. Aujourd'hui, 2 siècles plus tard, de nombreuses mines de charbon ont fermé en Europe. Mais il en va autrement à l'échelle mondiale. En effet, la production de charbon augmente. On estime qu'au rythme actuel, les gisements seront épuisés d'ici un siècle. Ils ont mis des millions d'années à se constituer. Partout où l'on voit aujourd'hui une mine de charbon, s'étendait il y a fort longtemps, à la période dite du Carbonifère, un marécage peuplé d'insectes géants. Au Portugal, à l'extrême ouest de l'Europe, l'océan a sculpté des falaises abruptes. Ces roches ont plus de 150 millions d'années. Elles contiennent les restes d'un lointain passé. Une équipe de paléontologues, dirigée par Octavio Mateus, met au jour ces vestiges. Le travail est dangereux, mais ils sont largement récompensés de leur peine. Il faut dire que les falaises regorgent d'eau de dinosaures. Ces roches datent du Jurassique supérieur. Elles ont 152 millions d'années. Voici un os de sauropode. Il y en a 4 autres, dans la même strate. Donc il y a sans doute un sauropode entier à l'intérieur de la roche. Vraiment? Oui, c'est fantastique. Et regardez là, il y a un grand os de sauropode. On voit l'os lui-même et l'empreinte laissée par un très grand animal. Il était sacrément grand, ce sauropode. Oui, on peut le dire. Il s'agit du fémur, qui est l'un des os les plus longs chez les vertébrés. Ce fémur appartenait à un sauropode géant. C'était l'un des plus grands animaux terrestres ayant jamais peuplé l'Europe. Il vivait dans les régions côtières chaudes, qui étaient alors nombreuses sur la planète. Les températures étaient en effet plus élevées qu'aujourd'hui. Les sauropodes possèdent des pattes massives, véritables piliers capables de supporter leur poids. Ils mesurent 30 mètres de long et pèsent plus de 35 tonnes. Ils pondent leurs œufs sur le sable en bord de mer. Après l'éclosion, les petits sont livrés à eux-mêmes. Ils sont la proie de prédateurs, tels que l'allosaure, Allosaurus europaius, un monstre de 8 mètres qui est le plus grand carnassier de tous les temps. Les dinosaures vont régner sur la planète durant 170 millions d'années. Au cours de cette très longue période, l'Europe subit d'importantes transformations. L'équipe d'Octavio fait des découvertes fascinantes ici en Europe. Mais le plus étonnant, c'est qu'on trouve exactement les mêmes dinosaures en Amérique, malgré les milliers de kilomètres qui séparent les deux continents. Les dinosaures européens et américains se ressemblent tellement qu'ils pourraient très bien faire partie de la même fratrie. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans l'océan Atlantique. Plus de 5000 km séparent les côtes européennes des côtes américaines. Entre les deux continents, un grand relief sous-marin traverse l'océan Atlantique du nord au sud. C'est une oasis de vie.
le cachalot est le plus grand cétacé à dents. Voici une femelle et son petit. Elle l'allaitera presque 3 ans. Elle-même trouve de la nourriture en abondance sur le relief sous-marin. Elle n'est pas seule à fréquenter la zone. Les raies manta se nourrissent de plancton. Cette profusion attire d'innombrables poissons. Tous ces animaux semblent s'être donné rendez-vous là, en plein océan. Si la zone est particulièrement riche en nourriture, c'est à cause du relief et des courants, qui brassent d'innombrables espèces allant du plancton aux poissons les plus variés. Colin Davey parcourt cette oasis. Il y a une incroyable diversité d'espèces. Je suis obligé de me tenir à cause du courant. S'il y a autant d'espèces réunies ici, c'est à cause des rochers. Ce sont eux qui attirent les animaux. C'est magnifique. Les falaises ont creusé d'innombrables recoins et cavités où se cachent toutes sortes d'animaux. Comment sont-elles apparues? J'ai examiné les parois de près. C'est essentiellement du basalte. Je me trouve dans un tunnel de lave. Il y a une activité volcanique, plus bas dans cette zone. C'est cette activité qui est à l'origine du relief. C'est très intéressant. Je retourne regarder ça de plus près. Colin Davey examine maintenant la paroi extérieure de la grotte. Le relief est impressionnant. Il faut prendre du recul pour le voir. La paroi que Colin Davey examine est un minuscule point situé au sommet d'une grande montagne. Ce sommet fait partie d'un vaste massif qui fait lui-même partie de la plus longue chaîne de montagnes du monde, la dorsale médio-atlantique. Elle parcourt l'océan Atlantique et mesure 15 000 km de long. Certains de ces sommets sont émergés. Ils constituent des îles. Les Açores figurent parmi les plus connus. L'archipel est situé à la frontière entre la plaque nord-américaine et la plaque européenne. C'est un peu la frontière occidentale de notre continent. Le volcan de l'île de Pico s'élève à 2350 mètres au-dessus de la mer. C'est le point culminant des Açores. Son cratère est très impressionnant. La végétation y est rare. L'île de Pico a le relief le plus saillant de l'archipel. À l'autre extrême, l'île de Santa Maria, distante de 300 km, possède de grandes plaines et de douces collines. L'étude des roches montre que ces deux îles ont la même origine volcanique. C'est du basalte. On en trouve partout dans les Açores. Ces îles sont toutes d'origine volcanique. Mais elles sont très différentes les unes des autres parce qu'elles n'ont pas le même âge. C'est une donnée essentielle. Je vais vous expliquer pourquoi.
Voici le fond de l'océan Atlantique tel qu'il est actuellement. On va remonter le temps. Il y a 240 millions d'années, l'Europe et l'Amérique ne formaient qu'un seul et même supercontinent qu'on appelle la Pangée. Il y a 220 millions d'années, une petite voie d'eau est apparue au centre de la Pangée. C'est la naissance de l'océan Atlantique. À partir de là, l'écart se creuse inéluctablement entre l'Europe et l'Amérique, et l'Atlantique grossit. Il y a 8 millions d'années, une petite tache apparaît au milieu de l'océan, c'est Santa Maria. Les autres îles des Açores se forment les unes après les autres. Pico apparaît il y a 300 000 ans. C'est ce qui explique leur physionomie différente. Les deux îles ont 7 millions d'années d'écart. Chaque domaine du plancher océanique a un âge différent. En résumé, les Açores se sont formés sur la dorsale médio-atlantique, comme tout le plancher de l'océan Atlantique. Santa Maria étant plus âgé que Pico, son relief a davantage subi l'érosion naturelle et il est moins escarpé. Depuis que la Pangée s'est fracturée à la hauteur du Portugal, il y a 220 millions d'années, l'Europe et l'Amérique s'écartent de quelques centimètres supplémentaires chaque année. L'allosaure, le grand carnassier, vivait au Portugal il y a 152 millions d'années. À l'époque, rien ne distinguait les dinosaures qui vivaient des deux côtés de l'Atlantique. Il est donc possible que l'Europe et l'Amérique du Nord aient été solidaires l'une de l'autre durant une longue période. L'océan Atlantique a joué un rôle considérable dans l'évolution du continent européen. Après la genèse de l'océan, l'Europe continue de changer. Alors que les températures augmentent à l'échelle de la planète, une grande partie du continent européen est immergée. Pourtant, d'ouest en est, il mesure alors à peu près autant qu'aujourd'hui. Colin Davey va traverser toute l'Europe à pied. C'est un voyage géologique à travers le temps. Il part du Portugal et franchit le désert du Tabernas en Espagne jusqu'à la mer Méditerranée. Il remonte ensuite jusqu'à l'embouchure du Rhône, avant de rejoindre la Suisse. Il redescend vers les Préalpes en passant devant des sommets escarpés. Il arrive alors dans les grandes forêts des moyennes montagnes. Il est à la moitié du parcours et l'hiver est déjà là. En Pologne, il longe la région des lacs de Mazurie avant d'obliquer vers le nord. La dernière étape le conduit à travers les forêts de la plaine d'Europe orientale. Lorsqu'il atteint Ekaterinbourg, il a parcouru près de 7000 km. La ville est située à la frontière entre l'Europe et l'Asie. À l'écart de la ville, une grande colonne marque la fin du voyage de Colin Davey. Je dois tout d'abord vous avouer une chose. Je n'ai pas fait toute la route à pied, même si j'ai marché pas mal de kilomètres. Notre continent est un peu trop grand pour moi. Quoi qu'il en soit, la dernière étape à travers la plaine boisée s'achève ici, devant cette colonne. C'est un monument géologique. Il n'y en a pas beaucoup au monde. Au XIXe siècle, le tsar a fait appel à des savants pour rechercher des ressources minières. Ils étaient originaires de toute l'Europe. Et ces savants ont découvert que le sol russe avait les mêmes caractéristiques géologiques que celui de leur propre pays. Et ce, jusqu'à cet endroit très précis. Ils ont fait ériger cette colonne en 1837. Elle marque la frontière entre les deux continents.
Mais pour voir cette frontière, il faut prendre un peu d'altitude. La frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie est en effet imposante. C'est ni plus ni moins la grande chaîne de montagnes de l'Oural. Il faut aller assez haut dans le nord pour reconnaître le relief. L'Oural est une chaîne très ancienne. Remontons le temps. Il y a 500 millions d'années, un océan recouvre cette partie de la Terre et la Sibérie est une île. La chaîne de l'Oural apparaît à la même époque que les moyennes montagnes européennes. C'est une barrière naturelle entre la Russie et la Sibérie. De nos jours, elle n'est pas très élevée, mais elle s'étire sur 2400 km. L'hélicoptère a déposé Colin Davey et son équipe à terre. Ils marchent en direction de Manpupunyor, une formation rocheuse très particulière, située sur un haut plateau, dans le nord de l'Oural. Les hommes marchent dans 1 mètre de neige et affrontent un vent glacial. Ils progressent difficilement. Au bout du chemin se dressent les 7 colonnes rocheuses de Manpupunyor. Elles comptent parmi les 7 merveilles de Russie. Elles semblent veiller sur les étendues infinies des monts Oural. Elles ont inspiré des légendes locales. D'après l'une d'elles, il s'agirait de 7 géants pétrifiés. Les conditions météo sont extrêmes et dangereuses. Soudain, une tempête de neige se lève. Colin Davey se retrouve pris dans la tourmente. Il n'est pas rare que le temps change ainsi brusquement, surtout à la fin de l'hiver. Colin Davey arrive péniblement à destination. Il s'abrite auprès des géants de l'Oural. Pourquoi ces pierres tiennent tête au vent et aux intempéries? C'est un mystère. Or, comme tous les scientifiques, j'adore élucider les mystères. La roche est recouverte de neige poudreuse, mais il y a quand même quelques fragments qui affleurent. Je gratte la neige pour examiner la roche. Ce sont des roches extrêmement denses, des micaschistes. Elles sont très riches en quartz, qui est un minéral très dur. Elles sont tellement compactes que l'eau ne pénètre pas. C'est sans doute ce qui leur a permis de défier les éléments si longtemps. Je ne peux pas dire combien de temps exactement, mais peut-être des millions d'années. Les géants de l'Oural sont des témoins muets du passé. Ils marquent l'entrée des forêts de la République des Komi. C'est la plus grande zone continue de forêts vierges d'Europe. On y trouve de grands mammifères qui ont quasiment disparu du reste du continent. Même si les élans ne craignent pas le froid, l'hiver est une épreuve pour eux. La nourriture est si rare qu'ils en sont réduits à manger des écorces ou des vieilles pousses. Ils perdent beaucoup de poids. À cette saison, les loups doivent parcourir de grandes distances pour trouver leur pitance. Le renard creuse sous 1 mètre de neige pour trouver à manger. Mais il ne fait pas la fine bouche. L'hiver est dur pour tous les animaux. Chaque espèce a développé sa stratégie propre pour survivre dans cette région au climat extrême. Autrefois, les conditions étaient tout autres. Il y a 65 millions d'années, une agréable chaleur règne dans les marais de l'Oural. C'est à cette époque que se forment les géants de Manpupunyor. Les fleurs existent depuis longtemps déjà. Les abeilles vont sceller un pacte durable avec elles. Désormais,
En échange de leur nectar, elles contribueront à leur pollinisation. Le monde reste dominé par les dinosaures. Les forêts abritent de nombreuses espèces végétales anciennes comme les lichens, les fougères ou les conifères géants. Ces espèces ont une croissance lente et des feuilles persistantes. Les forêts restent donc vertes et luxuriantes toute l'année. Un petit rongeur se cache dans la végétation. C'est un multituberculé. Il a de nombreux points communs avec des mammifères actuels. Des dents différenciées pour broyer les aliments, des pattes antérieures pour les saisir, une fourrure et surtout la capacité de réguler sa température interne. Ces caractéristiques vont l'aider à s'adapter au grand changement qui est sur le point de se produire. Tout arrive soudainement. Une catastrophe fait chuter la température sur toute la planète. Le climat change en peu de temps. Seules les espèces capables de s'adapter à ces nouvelles conditions vont survivre. Les plantes à graines et les mammifères sortent renforcés de ce séisme. Ils semblent faits pour résister à l'adversité. À l'époque actuelle, de nombreux mammifères ont trouvé refuge dans les forêts de l'Oural, aux abords des 7 géants qui se sont formés au Crétacé. Colin Davey a atteint les rochers de Manpupunyor. Son expédition s'achève là. Il s'engage sur le chemin du retour. On vient de parcourir l'Europe d'ouest en est et du sud au nord jusqu'à la frontière asiatique. Notre continent est un territoire immense qui regorge de trésors. Rien ne vaut l'observation sur le terrain. Je rentre demain chez moi, mais ce soir, je vais passer une soirée au coin du feu avec mes amis russes, juste ici, dans ce palace. À bientôt.